Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je pense que vous êtes en train d'arriver en nombre le webinar. Bienvenue pour ce webinar Veto Network. Et tout d'abord, merci à Julien, en fait, qui accepte d'être avec nous et qui va faire la majorité du travail. Vous allez voir, hein, par rapport à d'habitude où c'est moi le plus bavard. Là, c'est lui qui a plein de choses intéressantes à vous raconter. Donc, bienvenue Julien. Merci, bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous. Merci Greg pour ton invitation. Bah, d'habitude, tu es dans la salle de conversation, comme tu me disais Exactement. avant. Là, cette fois-ci, j'ai trouvé que ce que tu nous avais raconté était particulièrement intéressant pour le côté concret et pratique. Et je me suis dit, ça serait bien de le partager avec plus de gens. Et il se trouve que bah, ça a marché de manière assez incroyable puisque ce matin, j'avais encore une notification qui me disait, bon, on a plus de 300 inscrits, il faut remettre des choses pour avoir plus d'inscrits. Bon, j'ai dit à 300, on arrête, c'est déjà le large record, ce qui montre l'intérêt pour ce sujet. Donc pour redire un peu, parce que là je pense qu'on a pas mal de nouveaux, on va dire, par rapport aux habitués. Donc le webinar va durer jusqu'à 13h30. On va essayer de s'arrêter sur le côté, comment dire, présentation à écart pour que vous ayez de la place pour les questions. Les questions, c'est très simple. Vous allez pouvoir les mettre dans le chat. Alors, il y a une petite notification sonore que je dois désactiver pour éviter d'avoir un clac-clac à chaque fois que quelqu'un met un petit mot. Donc, les questions dans le chat et puis on les reprendra tranquillement à la fin. Peut-être que de temps en temps, je les reprendrai à mon compte pour interrompre Julien ou lui demander des précisions sur ce qu'il va nous montrer, des usages qu'il a d'IA générative dans sa pratique vétérinaire. Julien, vous pouvez le suivre et j'en profite pour vous montrer qu'on peut mettre des petites notifications dans le chat, je vous mettrai les liens. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus sur lui, sur ses activités. Et puis, l'autre entité que vous pouvez suivre sur LinkedIn, c'est le SNVEL, parce qu'au final, on se retrouve ici aujourd'hui grâce aux universités, aux dernières universités du SNVEL, où Julien nous a fait une présentation très cousine, on va dire, de ce qu'il va nous montrer aujourd'hui. Donc, et c'est quand j'ai vu ça, j'ai fait, il faut absolument montrer ça à d'autres personnes. Je vous mets aussi le lien du SNVEL, le site, comme ça vous pouvez voir. Ça montre aussi, je suis moi-même syndiqué, même si j'ai pas d'intérêt, ils m'ont pas payé pour faire ce webinaire que d'avoir un syndicat moderne qui traite de sujets comme l'IA, c'est plutôt une bonne chose. Ça laisse le temps aux autres d'arriver. Là, on va aller tranquillement. Vous redire un peu de quoi on va parler. Je vais pas parler longtemps au début. Alors, je vois David qui dit ni audio ni vidéo. Non, c'est pas normal. Euh, vous ne nous voyez pas, vous ne nous entendez pas? Ou alors c'est que chez toi, David, peut-être? Est-ce que... Ok. Bon, si tout va bien. Alors, c'est peut-être chez toi, David, qui a un petit souci. Nous, en tout cas, on s'entend nous-mêmes. Il y a plein de gens qui m'aident que c'est bon. Donc, euh, ok, tout est ok. Donc du coup, je vous disais je vais donner quelques éléments d'introduction et en particulier parler de sécurité des données. Je pense que c'est quelque chose qui reviendra aussi dans vos questions. Et puis ensuite, je donnerai la parole vraiment à Julien pour qu'il vous montre ses cas d'usage concrets, à la fois des usages pour sa pratique à lui avec l'édition de compte rendu, de documents, et puis aussi, et c'est peut-être encore quelque chose encore plus intéressant parce que j'avais jamais vu ça en pratique veto, carrément l'usage de ChatGPT pour répondre aux interrogations des éleveurs. Vous allez voir, il a eu la gentillesse en plus de faire des petites vidéos de démo, donc on va vous montrer ça. Et puis, petite conclusion, et après, je pense qu'on passera surtout à vos questions. Très rapidement, moi, je suis Grégory Santaner, pour ceux qui ne sont encore jamais vus sur ces webinars. Je suis dirigeant fondateur de Veto Network. Donc, Veto Network, ça traite tout ce qui est santé animale. J'essaye de produire plein de contenus pour montrer à mon écosystème santé animale auquel j'appartiens qu'on peut faire pas mal de choses. Et puis j'ai d'autres activités, mais dont je ne parlerai pas forcément aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur différents réseaux. Je vous ai mis des liens. Il y a du podcast, du webinar, du replay. D'ailleurs, en parlant de replay, cet épisode-là sera disponible en replay si vous devez partir plus tôt, si vous savez que vous ne pourrez pas être là tout le temps. Vous pourrez le voir en replay. J'enverrai un lien à toutes les personnes inscrites et bonjour à ceux et celles qui arrivent encore en cours de route. Dernière chose, on est plus de 300 aussi sur le groupe WhatsApp. D'ailleurs, Julien
fait partie des premiers qui étaient inscrits, je pense. Et donc, si vous voulez rejoindre, j'essaie de publier de l'actualité régulière sur la e-santé animale. Vous pouvez vous inscrire avec le petit lien que j'ai mis là. Et la dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'était le prochain webinaire, donc qui est déjà prévu. J'essaie de prendre un peu d'avance par rapport à ce que je faisais avant. Et donc, ce sera le mardi 28 octobre à 12h30, comme d'habitude. Je vous mets un petit lien d'inscription là aussi dans le chat. Et cette fois-ci, on parlera de Notebook LM, qui est un autre outil, qui est un peu cousin d'ailleurs de tout ce que va nous montrer Julien, et qui peut vous permettre de faire bosser vos données. Donc, si ça vous intéresse, vous cliquez, vous allez voir le programme, et n'hésitez pas à vous inscrire. J'en reparlerai à la toute fin. Donc, comme je vous l'ai dit, je commence rapidement par quelques mots, mais vraiment rapide, pour laisser la place à Julien. Définition d'IA générative, c'est simplement une catégorie d'IA qui va faire de la création. Alors, j'aime pas trop le mot autonome de contenu parce qu'il faut quand même qu'on lui donne des instructions et peut-être que ça fera partie de vos questions à Julien. Comment tu as fait pour faire ce que tu nous montres, on va dire. Et ça va générer des contenus en simulant ou en imitant l'humain. J'aime bien ces verbes-là qui disent bien ce que c'est-à-dire c'est pas si intelligent que ça et en gros ça reproduit des choses et des fois ça les reproduit pas bien. Donc ce qui implique des précautions. Et là aussi, je pense que ça fera partie de vos interrogations à Julien un peu plus tard. Le risque d'hallucination, c'est-à-dire la production de contenu faux, de mensonges, de bêtises. On a aussi une autre précaution qui est encore plus particulière dans le cadre de notre métier, c'est-à-dire qu'on utilise des données sensibles, des données de santé, des données personnelles de nos clients. Et donc, il y a tout un tas de choses à prendre en compte, on va en reparler. Les précautions, c'est ça, c'est ce que va vous montrer Julien, je pense, c'est que dans le cadre de son usage des outils, il y a une maîtrise qui permet de répondre à ces problématiques principales-là. Moi, les IA génératifs que j'utilise, il y en a plein, hein. Il y a ChatGPT, voilà, qui est là aussi, Julien, je pense, un gros utilisateur vu ce qu'il va nous montrer. Ça s'explique aussi parce que c'était le premier, le leader avec 80% de part de marché, hein, donc 8 personnes sur 10 quand ils utilisent une IA générative c'est ChatGPT. J'utilise aussi de plus en plus Gemini, que je trouve de plus en plus en progrès, malgré qu'il soit pas trop utilisé. Je pense que sa hausse de progrès et vient du fait que c'est intégré dans Google Workspace, qui est un peu le Teams pour ceux qui sont plus sur Teams. Et puis j'essaye, par patriotisme, on va dire, de temps en temps d'utiliser un peu Mistral, mais j'avoue que je suis pas toujours convaincu. Bon, voilà, c'est le petit français malgré une valorisation récente à 11 milliards de dollars ou d'euros, enfin bon, beaucoup d'argent. Donc bon, on a des géants qui ont soit pris le chemin rapidement, soit qui ont des moyens type Google. Et donc ça explique aussi pourquoi j'utilise ces outils-là qui sont, à mon avis, un peu plus matures. Je voulais vous montrer une chose, et à la limite, si vous ne retenez peut-être qu'une chose, même si tout ce que va dire Julien est intéressant, c'est ça. En fait, pour en parler régulièrement avec plein de consoeurs, confrères, quand on parle de ces outils-là, il y a pas mal de gens qui disent « Ah oui, ça fait plein de choses, je suis super content, je lui fais faire ci, je lui fais faire ça ». Et quand on en arrive à parler, mais du coup, au niveau des données, comment ça se passe? Il y a souvent un blanc avec le fait qu'on ne sache pas que, par défaut, les données qu'on rentre dedans sont utilisables par le modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous serez amené à rentrer dans le modèle peut être utilisé par ce modèle pour s'entraîner et donc la confidentialité des données n'est pas respectée. Donc, je vous montre ici comment ça marche sur ChatGPT avec cet écran-là. Mais globalement, il faut le faire dès que vous utilisez un autre outil. Moi, par exemple, quand j'utilise Gemini, c'est Gemini qui appartient à Nikun Vétérinaire, les deux cliniques dont je suis associé. Et donc, on a un Gemini privé qui est paramétré d'office comme ça. Donc, il faut aller là plus souvent dans paramètres, dans un truc qui s'appelle données, gestion des données. Et sur ChatGPT, ils l'ont certainement un peu fait exprès, c'est assez sibyllin, puisque ça vous dit améliorer le modèle pour tous. On se dit, bah chouette, j'ai envie de faire ça, d'améliorer. Et en gros, c'est activé par défaut. Et il faut aller le désactiver pour faire en sorte que les données restent dans votre espace à vous. Donc voilà, on en reparlera peut-être dans les questions que vous poserez sur ça, mais ça c'est vraiment un point très important vu les données qu'on manipule dans nos métiers, de s'assurer d'une forme de protection. Un dernier point, et j'ai fait cette slide que je me suis un peu gratté la tête à faire pour essayer de parler de ce sujet sans qu'on dise oh oui il est technosolutionniste, etc. Tout ça, mais voilà, j'ai fait une intervention auprès des étudiants lyonnais il y a 15 jours et je me suis fait
pas par tout le monde, mais par quelques-uns, démontés dans les commentaires où ils disent oui, c'est un scandale de parler d'IA, ça pollue, etc. Oui, bien sûr, l'IA générative, comme toute activité humaine et technologique, produit des choses. Pour autant, j'aimerais qu'on puisse discuter, quand on discute de ce sujet-là, on le fera peut-être en commentaire, sur des vraies données qui ont pas mal évolué ces derniers temps, avec des publications récentes en plus, pendant les vacances, là. Alors certes, publiées par Google, mais publiées quand même avec une explication de la méthodologie. On pourrait toujours discuter sur qu'est-ce que consomme une requête moyenne avec Gemini en termes d'électricité, d'équivalent CO2 ou d'eau. Et je vous ai remis ça en perspective avec nos activités classiques, hein. Voilà, une raclette, c'est 5000 requêtes en termes d'électricité. Une série d'une heure sur Netflix, c'est 300 requêtes pour le CO2. Et sur l'eau, je vous en parle même pas. Une douche que vous prenez chaque jour en moyenne de 70 litres, c'est 270 000 requêtes. Donc oui, ces outils-là consomment. Ça veut dire qu'il faut avoir un usage responsable et pas faire n'importe quoi avec juste pour s'amuser. Pour autant, voilà, on a non seulement des outils qui sont beaucoup plus performants en termes de ressources qu'il y a quelques... Pour Vincent, très bonne question sur la génération d'images. Je cherche l'info, je ne l'ai pas encore, mais c'est une très bonne question parce que là, pour l'instant, on est sur une requête texte moyenne qui est légère, on est d'accord, mais je cherche et dès que je l'aurai, je la communiquerai sans problème. De toute façon, j'ai tendance à dire qu'on a quelque chose qui est en train d'arriver avec une grande vague qui va certainement être révolutionnaire. Donc c'est un peu pour moi du même niveau qu'au début, quand on a fait peut-être les premières locomotives où on mettait beaucoup, beaucoup de charbon parce qu'elles étaient certainement pas très efficientes dedans. Il y a probablement des gens à l'époque qui ont dit, vous vous rendez pas compte, le charbon, on va plus en avoir, etc. Tout ça. Et finalement, voilà, on a trouvé d'autres énergies, d'autres ressources, d'autres façons de fonctionner qui font que j'ai tendance à être optimiste, même si je pense qu'il faut effectivement être attentif et ne pas utiliser ça pour n'importe quoi. Là, on va voir justement des usages, et ça va être l'occasion de passer la parole à Julien, où je trouve que c'est pas n'importe quoi, parce que c'est des vrais usages utiles et pertinents. Qui en plus font gagner du temps et donc probablement du bien-être parce que tu passes pas tes soirées à faire des comptes rendus. Et tu vas nous expliquer tout ça toi-même. À toi la parole, Julien. Merci Greg. Donc oui, c'est une intervention que j'avais faite aux universités de printemps du syndicat en tant que vice-président du SNVEL par rapport à ce que je faisais dans ma pratique, ce que je fais toujours d'ailleurs dans ma pratique. Donc pour me présenter, je suis un vétérinaire praticien, j'exerce au Grand Fougeray en Bretagne, dans une clientèle mixte. On est 4 associés, on a un salarié. Moi, je fais principalement de la bovine, mais je fais un petit peu de canine également. Je ne suis pas un geek, c'est-à-dire que je ne suis pas un fervent des nouvelles technologies, mais je suis assez curieux, j'aime bien expérimenter quand même. Et c'est vrai que ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai vu sortir ChatGPT, que j'ai commencé à me dire, bah, tiens, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et donc, bah, je me suis lancé dans l'utilisation des IA. Alors, je vais commencer par vous présenter une IA que j'utilise au quotidien. C'est Sembly. Alors, à la base, c'est une IA qui est utilisée pour faire des comptes rendus de réunion. C'est-à-dire que il va automatiquement écouter les conversations, les réunions et vous sortir directement derrière un rapport tout bien fait, tout bien présenté et utilisable pour nos archives. Donc, comment ça marche? C'est un enregistrement en fait à partir de smartphone. L'appli Sembly est installée sur mon smartphone. Je la mets en marche au début de la conversation avec mes éleveurs. Moi, j'utilise beaucoup avec mes éleveurs quand je fais des échanges par rapport à des sujets type vaccination, type audit, entre guillemets, par rapport à un problème d'élevage. Donc, je mets ça en route. Donc, d'un point de vue responsabilité et puis RGPD, j'en parle avec les éleveurs. Je leur dis que j'enregistre la conversation pour pouvoir faire derrière un compte rendu propre et qui soit bien clair. Le gros avantage que moi j'y vois, c'est que je ne prends plus de notes quand je discute avec les éleveurs. Je suis concentré sur la discussion. Je n'ai pas besoin de noter sur un papier ou sur mon ordi ce qu'on est en train de se dire. Et de ce point de vue-là, une fois que j'ai terminé la conversation, j'appuie sur mon appli pour dire que la conversation est terminée. Directement, il va me sortir un compte rendu qui va être structuré et qui va ressortir vraiment l'essentiel de notre conversation. Donc là, je vous ai mis un exemple par rapport à une visite que j'ai faite dans un élevage sur une durée de 20 minutes. Il va structurer vraiment toute la conversation directement avec l'objectif de la discussion. S'il y a des actions à mettre en place, il va les faire ressortir. Il va faire également, il va identifier les problèmes, il va identifier également les solutions que j'ai pu proposer pendant la conversation. Alors,
quelquefois, c'est vrai que comme c'est un outil, entre guillemets, générique, il peut se perdre un petit peu dans des discussions qu'on peut avoir sur un sujet autre que Veto. Maintenant, ce que j'ai tendance à faire depuis peu de temps, mais je trouve que c'est encore plus puissant, c'est de ressortir la transcription de la conversation et de l'injecter dans ChatGPT. Et de ce point de vue-là, il arrive à ressortir, à être encore plus puissant parce que dans ChatGPT, il connaît mes habitudes, il sait mon activité. Et de ce point de vue-là, il arrive à être encore plus précis par rapport aux besoins. Et même, par exemple, sur des plans de vaccination, ça je l'ai fait dernièrement, je commence à aller dans pas mal d'élevages là, en septembre pour parler vaccination auprès des éleveurs. Et il arrive à même me sortir un calendrier de vaccination par un schéma, par exemple, temporel, pour la vaccination des vaches, pour la vaccination des veaux derrière, pour savoir quand est-ce qu'il faut vacciner, à quel âge. Par rapport à la conversation qu'on a eue, le compte rendu, il me sort derrière même le calendrier vaccinal que je peux remettre en main propre aux éleveurs. Donc c'est vrai que c'est hyper puissant. Et comme je disais, ça ne prend pas de temps. Mon compte rendu est fait directement. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est quand même assez puissant, quoi. Si je peux parler d'une deuxième utilisation, c'est à partir de ChatGPT. C'est vrai, comme le disait Greg, il y a pas mal d'IA génératives. Moi, j'ai commencé par ChatGPT. J'ai la version payante. De ce point de vue-là, ça donne quand même plus d'outils et d'options pour utiliser ChatGPT. Donc, c'est vrai que l'avantage, c'est que ChatGPT me connaît, entre guillemets. Comme j'utilise régulièrement et très régulièrement, il apprend à connaître mes habitudes, mon travail. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que d'utiliser la même IA générative, ça permet d'être de plus en plus précis par rapport à son utilisation. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à ça, c'est que en sortant de visite, quand je rentre dans ma voiture, je peux faire un rapport directement avec ChatGPT, avec le mode vocal, de ce que j'ai vu dans ma visite. L'intérêt, c'est qu'après, je peux le remettre directement en copiant et en collant dans mon logiciel métier pour que si jamais un de mes collègues repasse voir une vache ou un veau, derrière, il ait toutes les infos de ce que j'ai pu voir et retranscrire dans mon compte rendu. Donc, je vais te laisser lancer la vidéo si tu veux, Greg, pour montrer un petit peu comment tu utilises. J'en profite pour te remercier encore de nous avoir emmenés avec toi. Donc, je vais lancer la vidéo. J'espère que tout le monde entendra bien. Compte rendu de visite au GEC de la vache laitière pour la vache numéro 2532. Vache vue ce matin, couchée, la lavé-lait il y a 2 jours. L'éleveur me dit qu'elle est couchée depuis ce matin. À l'examen général, j'ai une normotherme, bien couchée, des matières un peu dures, elle n'est pas délivrée et elle est pour sa 4e lactation. Je pense à une fièvre de lait, j'ai fait une perfusion de Bioven, j'ai fait un bolus de Ceforphos et d'Obi-D3 lait. Et j'ai dit à l'éleveur de me rappeler pour la revoir cet après-midi si elle n'était pas debout, en sachant que j'ai fait un prélèvement de sang pour analyser en calcium si nécessaire avant de la revoir. Très bien. Je vais donc vous rédiger un compte-rendu structuré pour cette visite au GEC de la vache laitière concernant la vache numéro 2532. Date de la visite, 20 septembre 2025. Élevage de la vache laitière, animal concerné, vache numéro 2532, en 4e lactation. Vache vue ce matin couchée, ayant vélé il y a 2 jours et ne s'étant pas relevée depuis ce matin. Observation clinique. Température normale, normotherme, vache couchée et un peu léthargique. Fesses un peu dures, non délivrées. Rétention placentaire possible. Présomption d'hypocalcémie post-vélage, fièvre de lait. Diagnostic, suspicion d'une fièvre de lait, hypocalcémie postpartum. Perfusion de Bioven, solution calcique, conforme à la liste des produits. Bolus de Ceforphos, supplément phosphoré et administration d'Obi-D3 lait, complément vitaminé pour soutenir l'animal. Surveiller l'état de la vache dans les prochaines heures. Contacter le vétérinaire cet après-midi si elle ne se relève pas. Un prélèvement sanguin a été réalisé pour vérifier le taux de calcium, si besoin. J'ai vérifié que l'élevage correspond bien au GEC de la vache laitière et que les traitements Bioven, Ceforphos, Obi-D3 lait sont bien listés dans les produits disponibles. Tout est cohérent. N'hésitez pas à dire si vous avez d'autres précisions à apporter. Ok, c'est nickel. Merci. Alors, donc, on voit que c'est intéressant. Je me permets, moi, 1 ou 2 questions, parce que c'est vrai que
Du coup, on voit que ton outil. Alors déjà, oui, il y a une question sur la voix. Est-ce que tu as choisi la voix? Parce qu'il y a Oui, on peut un la petit accent. On peut choisir la voix. Et ensuite, ce qui m'a intéressé le plus, c'est voilà, bon, il y a la recréation du compte rendu. Est-ce que tu lui as donné une trame pour qu'il te structure les choses? Donc, si tu peux nous en parler un peu. Et Donc, en l'autre fait, question, et j'ajoute ma deuxième question et après je te oui. laisse. La deuxième question, c'est la capacité qu'a l'outil à vérifier si c'est compatible avec l'élevage. Comment tu fais ça par rapport aux médicaments prescrits? Je pense que c'est des points intéressants. Donc, en fait, comme j'ai la version payante, j'ai fait un GPT personnalisé pour faire ce compte rendu de visite. Donc, j'ai fait un prompt, en fait, pour lui expliquer ce que je voulais, comment il fallait structurer mon compte rendu. À partir de là, je lui ai donné aussi des éléments à partir d'un fichier d'inventaire, tout simplement, avec tous les médicaments que j'utilise. Et ce qui lui permet, par rapport à la version vocale surtout, de pouvoir faire la correspondance entre le vocal et le médicament correspondant. Derrière également, ce que j'ai mis, c'est la liste, j'ai fourni la liste de mes clients pour qu'ils puissent les retrouver aussi et avoir la correspondance entre le vocal et le nom du client. Après, c'est une version personnalisée. Donc après, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Moi, je l'utilise également en canine. Et en canine, il me permet aussi de faire des comptes rendus très rapides et assez complets. Et on peut vraiment faire une architecture vraiment personnalisée comme on le souhaite. Et c'est vraiment très simple de le faire. Moi, je m'aide maintenant pour tous mes GPT personnalisés comme ça, pour faire un prompt qui soit cohérent. Je pars de ChatGPT, en fait, de prompt ingénieur, pour lui dire, tiens, je le fais même en vocal, en voiture, pour gagner du temps. Je demande à ChatGPT, je lui présente ce que je veux, ce que je voudrais dans mon GPT, et de ce point de vue-là, il me sort un prompt que je peux juste implanter après dans le GPT personnalisé pour que ce soit cohérent. Alors, c'est vrai que quelquefois, les premiers comptes rendus que j'avais n'étaient pas tout à fait, ne correspondaient pas à ce que j'attendais, donc j'ai dû modifier un petit peu. Mais maintenant, c'est vrai que j'utilise moi tous les jours, quasi pour toutes mes visites, et donc c'est vrai qu'il est performant de ce point de vue-là. Par rapport au compte rendu qui est édité, je prends quelques questions à la volée comme ça. Tu parlais d'intégrer au logiciel métier, c'est une intégration par copier-coller ou... Oui, c'est du copier-coller. Et en fait, quand je rentre à la clinique, dans ma liste de ChatGPT sur le côté gauche, on peut voir tout ce qu'on a eu comme conversation de ChatGPT. Et donc, j'ai tous mes comptes rendus visites qui sont disponibles. Et je fais juste un copier-coller directement dans mon logiciel métier. Alors après, même si on le souhaite, je peux lui demander de me sortir une version Word, une version PDF du compte rendu de visite. Moi, généralement, je fais juste un copier-coller assez simple de la conversation, quoi. Parce que tout ce qu'on fait en vocal, il sait quand j'arrête la conversation, tout ce dont on a parlé est disponible par écrit sur ChatGPT, quoi. Ok. Voilà. Quelqu'un pose aussi une question sur le fait que pour la séance de questions, j'ai souvent des problèmes quand je dicte. Si ça dure trop longtemps, ça s'arrête avant la fin. Est-ce qu'il y a des limites à connaître ou est-ce que c'est peut-être une question de version payante, pas payante? Alors, il y a peut-être la question de la version. Je sais qu'avant, dans la version 4, le problème que j'avais souvent, c'est que quand je dictais, je ne pouvais pas l'interrompre. Et donc, quand il commençait à parler, il fallait que j'attende qu'il ait fini. Et même chose, il avait tendance à m'interrompre. C'est-à-dire que je le voyais réfléchir. Que si j'avais une petite pause de 2-3 secondes, il commençait à réfléchir par rapport à ce que je lui disais. Et donc, des fois, on manquait de synchronisation. Et c'est vrai que dans la dernière version, dans la version orale, c'est vrai que c'est très fluide. C'est-à-dire que si il commence son compte rendu et que je vois que j'ai une erreur dans le compte rendu, je l'arrête directement. Je dis non, moi, c'est tel produit que j'avais utilisé ou c'est tel client. Et dans ces cas-là, hop, il reprend directement la conversation en me donnant en corrigeant mon compte rendu. Et donc, c'est vrai que la nouvelle version 5 est beaucoup plus fluide à ce niveau-là. Et c'est beaucoup plus pratique. Ouais. D'accord. Bon, du coup, ça répond pour Ingrid qui est également en version 5 payante. D'ailleurs, à propos de payant, je vois Michel qui nous demande quel est le coût de l'abonnement. Bon, je pense qu'on a le même, donc 23 $ ou 20 $, ou 23 €, je ne sais plus. Enfin, c'est 23 $, ça revient à 20 € maintenant avec le. Oui, c'est ça, on est à peu près sur ça. Alors, il y a Vincent qui dit que ChatGPT me dit qu'il ne peut pas écouter une conversation et la retranscrire. Il demande si tu utilises Sambly, que tu rediriges vers ChatGPT ensuite. Alors, ce que je fais pour Sambly, en fait, c'est qu'on peut télécharger en PDF la transcription de la conversation et le fichier PDF, à ce moment-là, je l'envoie dans ChatGPT. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème.
Est-ce que tu peux répéter? Parce que moi, j'ai une coupure. Alors, je ne sais pas si les autres Pardon. l'ont eu. Ce que je Alors, fais. Alors, ce que je disais, c'est que dans Assembly, en fait, on peut obtenir un fichier PDF de la transcription. Et donc, de ce point de vue-là, on peut remettre dans ChatGPT le fichier PDF et ça D'accord. fonctionne très bien. Ok, oui, tu procèdes en 2 temps comme ça. Ingrid Oui, demande si je vois la question sur Sembly est-il payant. Oui, alors l'abonnement Sembly, moi, il y a une version gratuite, on peut utiliser un petit peu, mais on est assez limité. La version payante est à $110 par an. C'est ça, ouais. Oui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, je souligne avant qu'on passe peut-être par d'autres éléments, ce sont des outils qui sont accessibles en fait. Alors ça a un coût hein, comme tout, mais je dirais que là, dans ce que vous montre Julien, entre ChatGPT à allez, on va dire 240 € par an, on va dire pour simplifier, et Assembly, pour 400 €, on a un pack d'outils qui vous permet de choses intéressantes. Je vois on profite, hein, on fait ça vivant avec des questions. Alors, il y a certaines réponses où je fais pas toutes les réponses, je les reprendrai après. Il y a quelqu'un qui demande qu'en est-il du secret médical. Je pense que je peux répondre et puis je te laisserai compléter peut-être, Julien. C'est à partir du moment où justement on est dans un usage pro avec une version payante dont on a paramétré les données comme je l'ai montré au tout début pour Hilaire. On est dans un système fermé en fait. Donc normalement, en tout cas, après on ne doit pas avoir de. Enfin, je dirais que c'est comme si on discutait de ça avec quelqu'un qui ferait secrétaire dans la voiture. À la limite, on peut aussi se dire qui est tenu par un contrat. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ça, Julien, peut-être. Non, c'est tout à fait ça, ouais. Ouais. Il faut faire attention de bien régler le paramètre, quoi. C'est ça. Alors, je vous propose de continuer. Il y en a pour certains, j'ai pas pris toutes les questions de tout le monde, je les garde pour la fin. Donc, rassurez-vous, on va les traiter. Je les coche et je les garde. Et peut-être tu peux continuer sur la suite des outils à nous montrer. Alors, là où j'utilise également, nous, à la clinique, on fait régulièrement, pratiquement une fois par mois, on appelle ça, nous, un point bovin, où on parle d'actualité, on parle également, par exemple, dans ce moment de vaccination. Au printemps, on fait un point sur la vermifugation. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que pour rédiger ces points bovins, j'utilise ChatGPT. Pareil, j'ai créé un GPT personnalisé pour cette utilisation-là, auquel j'ai donné à ChatGPT tous nos points bovins, même avant ceux qu'on faisait avec ChatGPT. L'avantage, c'est qu'il utilise la même structure, le même ton, et donc ça nous fait gagner un temps fou, parce qu'avant, il passait quand même un petit peu de temps à faire tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un gain de temps énorme, et en sachant que c'est vraiment très efficace. Alors, ce qu'on peut faire également quelquefois, c'est lui apporter du support. C'est par exemple, on veut parler d'un vaccin, on peut parler d'actualité, on peut lui donner un PDF, par exemple, lié à l'actualité sur la FCO, par exemple. Et de ce point de vue-là, il arrive à retranscrire ce qui nous intéresse dans notre point bovin, quoi. Voilà ce qu'on fait pour les newsletters. C'est vrai que c'est hyper pratique et ça nous permet avant, on essayait de le faire régulièrement, mais des fois, on s'y perdait parce qu'on était un peu sous l'eau et on n'avait pas le temps de le faire. Maintenant, c'est quasi automatique. Il suffit de choisir le sujet, quoi. Et après, vérifier derrière, c'est sûr, un petit peu ce qui a été créé, mais c'est très, très rapide, quoi. Ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est efficace. Ça rejoint ce dont tu parles, le sujet que j'aborderai le mois prochain. Je vous remets le petit lien, donc avec un webinaire sur Notebook LM, qui est un autre outil qui peut faire des choses un peu similaires à ça et avec un bon contrôle des données. Donc, c'est effectivement très, très intéressant. Donc, je te laisse continuer là, le bilan sanitaire et protocole. J'attendais de voir ça avec intérêt. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose quand même en rural en particulier. Les bilans sanitaires, c'est quand même, ça prend du temps. Au niveau rédactionnel, c'est pareil, ça prend énormément de temps. Et c'est pas toujours très sympa à faire. Et c'est vrai que là, j'ai créé cet assistant BSE, comme je l'appelle. Et donc, même chose maintenant. Au départ, j'utilisais surtout pour faire les protocoles de soins. Et donc, on a une base de protocoles de soins à la clinique assez générique, qui n'est pas très personnalisée. De ce point de vue-là, en apportant les éléments de l'élevage, j'arrive à le personnaliser chaque protocole de soins pour chaque élevage. Donc, suivant par exemple, en élevage laitier, suivant qu'il soit en logette, en air paillé, en robot, en salle de traite, etc. Les protocoles sont personnalisés par rapport aux traitements qui sont faits, par rapport aux analyses qu'on a pu faire également dans l'année dans l'élevage. Ça fait quand même gagner énormément de temps. Et j'arrive même maintenant, quelquefois, même régulièrement, par rapport au remplissage de toutes les données de l'élevage,
en lui donnant les données, ou même suite à la discussion que j'avais avec l'éleveur, à lui faire remplir un fichier Excel. Alors ça s'utilise maintenant avec le nouvel agent IA de ChatGPT. J'arrive à utiliser cette fonctionnalité-là qui est dans la version 5 de ChatGPT, où c'est un agent IA en fait qui va remplir par rapport aux données qu'il a mon fichier Excel. Et donc, c'est pareil, ça nous fait gagner un temps fou, quoi. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que dans nos BSE, on a des BSE qui sont vraiment très personnalisés et sur un temps de travail qui est quand même très réduit. Et c'est vrai que c'est hyper efficace, quoi. Donc ça, sur des tâches qui sont comme ça administrativement qui sont assez lourdes, c'est vrai que c'est un gain qui est quand même hyper intéressant, quoi. Et donc, même chose, ça, c'est un GPT qui est personnalisé que j'ai fait moi-même, quoi. Et du coup, et on va en parler après, ça fait le lien peut-être avec l'autre outil, enfin les autres outils est-ce que tes éleveurs sont donc au courant que tu utilises ces outils-là? Est-ce que tu le communiques? Certains oui, d'autres non. Ça dépend un petit peu des éleveurs. Alors, j'utilise Sambly pour l'enregistrement de la conversation. Là, ils sont bien obligés de le savoir. Oui. Après, pour la mise en place de nos BSE, des protocoles de soins, non, pas forcément. De ce point de vue-là, on ne communique pas plus que ça. Ou est-ce qu'ils ont remarqué que c'était plus... que ça s'est, enfin, je sais pas si ça s'est amélioré. D'ailleurs, je sais pas quelle était la qualité délivrée avant, ou que ça arrivait plus vite, ou. Enfin, je pense que ça, par contre, au niveau, ça arrive plus vite. Ça, je pense que là-dessus, ils l'ont remarqué. Après, le désavantage de la clinique, c'est comme je suis gros utilisateur de ChatGPT, c'est moi qui m'en charge principalement parce que les collègues m'ont un peu délégué ce travail pour le faire, donc j'en fais plus qu'avant sans doute. D'accord. Oui, et comme je passe moins de temps, c'est assez efficace, ouais. D'accord, ok. On en parlera après, je pense que ça fera partie peut-être de certaines questions que j'ai vues passer. Et puis justement, toi, voilà, on sent bien que tu es bien comme un poisson dans l'eau dans tout ça. Mais comment peut-être arriver à faire que tu te retrouves pas à tout gérer parce que tu es comme un poisson dans l'eau et que d'autres, ça sera des questions intéressantes. Et je te laisse du coup continuer sur les autres outils. Donc là, on va arriver sur la création. Alors j'ai créé... comme l'a dit tout à l'heure Greg, un chatbot pour nos éleveurs. Je suis en Bretagne, Pays de la Loire, donc c'est vrai qu'on a été face à une flambée de FCO cet été de manière assez importante, et j'avais beaucoup de questions des éleveurs par rapport à la vaccination, par rapport à la situation et est-ce qu'il fallait vacciner ou pas, quel était le prix. Et c'est vrai qu'au bout de quelques coups de téléphone et à répéter 10 fois la même chose, j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, je vais tester, voir ce que ça peut donner par rapport à la version orale aussi et puis la version écrite, ce que ça peut donner un chatbot par rapport à la FCO. Donc, je vais apporter tout ce que nos tarifs de vaccins. Je vais donner également la communication que nous, on avait au niveau de la clinique pour vis-à-vis de la FCO. Je vais lui donner également les infos officielles diffusées par la DGAL au niveau des symptômes, au niveau de la maladie, au niveau de la vaccination. Et donc, je vais te laisser lancer le test. Donc, je vais lancer un test. Vous allez voir, c'est un fichier son. Hein, donc, c'est une simulation par Julien d'un éleveur. Un éleveur avec, je ne sais plus combien de vaches allaitantes. Ouais. Un éleveur qui pose des questions. Bonjour, élevage de 80 vaches allaitantes. Je viens d'avoir un cas de FCO dans mon élevage. Et je me pose la question, sachant en plus que la FCO circule actuellement d'une manière très active dans la région. Est-il opportun de vacciner aujourd'hui mon élevage? Ok. Les informations fournies par cet assistant virtuel sont à titre indicatif et doivent toujours être confirmées par un vétérinaire de la clinique. En ce qui concerne votre question, il faut noter que la FCO circule effectivement activement cette année avec les sérotypes FCO3 et FCO8 en Bretagne et Pays de la Loire. La vaccination est généralement recommandée en prévention, idéalement en hiver ou au printemps, afin que l'immunité soit acquise avant la période de forte circulation, c'est-à-dire avant fin mai, début juin. Dans votre cas, comme il y a déjà un cas avéré dans votre troupeau, la question du rapport coût-bénéfice se pose. Vacciner en cours de circulation du virus est possible, mais c'est discutable. En effet, vacciner des animaux déjà infectés ou malades n'est pas recommandé car cela n'apporte pas forcément un bénéfice immédiat et peut engendrer des coûts sans garantie d'efficacité optimale. Si votre troupeau est largement exposé et qu'il n'y a pas encore de signes généralisés, il peut être pertinent de vacciner les animaux non malades pour limiter la diffusion.
Dans ce cas, il faut commander les vaccins nécessaires, par exemple Bultavo 3 pour le FCO3 et Bluvac 8 pour le FCO8, et prévoir 2 injections à 3 semaines d'intervalle pour chaque animal. Attention, les flacons doivent être utilisés dans les 24 heures après ouverture. En résumé, c'est une décision à affiner avec votre vétérinaire, car la vaccination en pleine circulation virale doit être pesée. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter directement la clinique. Ok, et quel est le coût pour cette vaccination, sachant que j'ai 80 vaches et à peu près 40 génisses? Ok, les informations fournies par cet assistant virtuel sont à titre indicatif et doivent toujours être confirmées par un vétérinaire de la clinique. Pour calculer le coût, on va prendre en compte vos 80 vaches et vos 40 génisses, soit un total de 120 animés. Il faudra prévoir 2 injections par animal, donc l'équivalent de 240 doses par sérotype. Pour le FCO3, par exemple avec le Bultavo 3 qui fait environ 3,45 € par dose, pour 240 doses, on est autour de 828 €. Pour le FCO8, si vous prenez par exemple le Bluvac 8 à environ 2,46 € par dose pour ce volume, on sera aux alentours de 590 €. Pour la MHE, avec l'Episovac à environ 5,70 € la dose, vous êtes autour de 1368 € pour les 240 doses. Globalement, pour les 3 sérotypes, FCO3, FCO8 et MHE, on est autour d'un coût total avoisinant les 2180 à 2800 € pour l'ensemble des animaux, sachant qu'il faut commander un nombre pair de doses pour les 2 injections nécessaires par animal. Bien sûr, ce sont des tarifs indicatifs et il est préférable de vérifier avec la clinique pour un devis exact. En cas de doute, contactez-nous directement. Ok, merci. Donc, merci pour la simulation. Et ce qui m'intéresse là, et peut-être ça va générer d'autres questions, c'est est-ce qu'il y a eu un usage en fait? Est-ce qu'ils l'ont beaucoup utilisé? Comment ça s'est passé en fait quand tu as lancé ça? Alors, je l'ai diffusé par rapport à une newsletter un point bovin qu'on avait fait sur la FCO et j'avais mis le lien sur le chatbot. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ça n'est pas utilisé de manière très active. Les éleveurs préfèrent toujours nous avoir en direct. Après, moi, j'aime bien utiliser, découvrir un peu et puis tester. Et c'est vrai que quand je vois la puissance du chatbot avec des questions, des réponses qui sont comme assez pertinentes sur par exemple la tarification des vaccins, sur l'utilisation, c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'à terme, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir développer. Même en canine, je pense que ça peut être aussi utilisé de manière intelligente. Je trouve que c'est vraiment quand même assez puissant, quoi. Après, c'est vrai que les éleveurs n'utilisent pas forcément beaucoup encore l'IA en général. Donc, puis ça, comme je comprends bien, ils préfèrent avoir un humain en face d'eux pour leur répondre. Mais dans une première approche, et pour débroussailler pas mal le sujet, c'est quand même intéressant. Et ceux qui ont testé un peu, qu'est-ce qu'ils en ont dit? Ils ont trouvé ça bizarre, ils ont trouvé ça bien, ils ont bien aimé la voix. C'est vrai que sur la voix, quelquefois, il y a des petites accroches, hein, mais dans l'ensemble, ils ont trouvé ça vraiment intéressant, comme je te disais, pour répondre à des questions de tarifs, des questions d'intérêt de vaccination, etc. Donc, je pense que l'intérêt, il est vraiment là. Et puis, même les ASV aussi l'utilisent par rapport aux tarifications, quand ils ont des questions. Okay. L'intérêt aussi, et l'intérêt aussi, c'est qu'en fait, je lui dis d'aller chercher, quand il y a besoin d'infos sur un vaccin en particulier, je lui dis d'aller chercher le RCP sur Internet, et de ce point de vue-là, il peut répondre aussi à toutes les questions concernant les RCP. Il a accès aussi à un tableau en fait, de disponibilité des vaccins, que nous, on a à la clinique par rapport aux vaccins FCO en particulier, qui ne sont pas tous disponibles tout le temps. Et donc, c'est un tableau que je mets à jour régulièrement et que j'ai implémenté dans ce chatbot. Et donc, il sait répondre aussi à ces questions-là, de savoir quel est le vaccin disponible pour tel sérotype et quel est son prix, quoi. D'accord, c'est très intéressant le témoignage d'usage détourné, entre guillemets, c'est-à-dire au début tu crées le chatbot pour les éleveurs et finalement les ASV s'en emparent en se disant en fait on est tout le temps à courir après les vétos pour leur poser des questions, là on a quelque chose en tout cas, une entité qui peut nous faire des réponses, donc ça fait partie des choses dont on reparlera justement avec notre book LM dans un mois, mais c'est intéressant de voir que toi tu l'as fait vers l'externe et finalement il y a un usage interne qui s'est développé, quoi. Donc je vois quelques questions, on peut en traiter quelques-unes spécifiquement sur ça. Voilà, les retours clients Noémie sur la déshumanisation. On voit que pour l'instant, ceux qui préfèrent l'humain ont encore l'humain. Je pense que tant qu'il y a le choix, c'est ça qui est bien. Et Arnaud qui demande si le chatbot il a été entièrement généré avec ChatGPT ou avec d'autres outils. Je pense que c'est entièrement ChatGPT, c'est ça? Ouais, c'est entièrement ChatGPT, ouais.
Donc, peut-être expliquer le fait que tu crées ton GPT, en fait, tu le rends. Enfin, il y a un lien pour le partager avec d'autres personnes qui peuvent y accéder. Tout à fait. C'est quand tu crées ton GPT, en fait, et à la fin, il te demande est-ce que vous voulez un usage strictement personnel ou si on peut le diffuser via un lien à d'autres personnes qui pourraient venir s'y connecter. Et donc, c'est le cas. J'ai un lien, en fait, que j'ai mis directement, comme je disais, dans le point bovin qu'on diffuse aux éleveurs. Et donc, les éleveurs avaient juste à cliquer. Alors, quand ils cliquent sur le lien, après, eux, il faut qu'ils aient un identifiant ChatGPT qui se connecte, même une version gratuite. Et il faut se connecter comme un ChatGPT de leur part pour avoir accès au chatbot, quoi. Donc, ça peut faire une première barrière par rapport aux usages, comme tu le disais, où pour l'instant, c'est débutant. Mais en tout cas, il y a l'usage possible qui est assez intéressant. Je te propose de continuer. Je ne sais plus s'il y avait encore des choses et après, on arrivera tranquillement aux questions. Mais c'est déjà bien d'avoir vu tout ça. Non, je crois pas. Je crois qu'on est à la fin. Ouais. Oui, tout à fait. Encore merci, en tout cas. Vraiment, bravo d'avoir voulu partager tout ça et d'avoir eu la curiosité, comme tu disais. Tu disais, tu n'es pas geek peut-être, mais tu es curieux et je pense que c'est la qualité principale quand on veut essayer d'utiliser ces outils. Moi, je n'ai pas forcément grand-chose à dire et après, on va laisser la place aux questions parce que j'en ai pas mal qui sont restés en suspens et vous pouvez en ajouter si je suppose que ça vous a fait découvrir des choses que vous ne soupçonniez peut-être probablement pas. Voilà. Moi, sans aller vers des grands mots, c'est voilà, si vous vous dites en fait ça m'intéresse vachement ce qu'a fait Julien et j'aimerais bien adapter ça chez moi, après chacun avec ses pratiques, je pense qu'il y a la phase de test qui est importante, hein, c'est mettre les mains dans le cambouis. On en parlait un peu avant le début de la présentation avec Julien et on disait que ça, c'est philosophiquement on était bien en accord tous les deux sur ça, c'est-à-dire faut un peu salir les mains. Alors il n'y a pas de risque en fait, hein. Justement, l'avantage c'est quand on fait ces petits tests dans son coin, bon, s'il y a des choses qui ne marchent pas très bien, ça n'a pas tellement de conséquences. Donc le but c'est peut-être de voilà, là à la fin dans la semaine qui vient, prenez d'abord peut-être un abonnement payant, hein. On n'a pas d'action chez OpenAI malheureusement, ni l'un ni l'autre, je dirais, d'un point de vue purement financier. Après, éthiquement, on pourrait discuter, mais clairement, ça change la donne. Tiens, d'ailleurs, c'est une question que je voudrais poser. Est-ce que tu t'es retrouvé en situation d'avoir des limitantes de demande de consommation? Ça va rejoindre une question qu'on aura après. Là, dernièrement, c'est avec l'agent IA. L'agent IA, comme je disais, oui. c'est la version 5, là, il y a un mois et demi. Là, par contre, on est limité un petit peu sur son utilisation. Mais je pense que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je commence à tester et qui est, à mon avis, hyper puissant, quoi. On arrive à faire des choses avec ça, c'est impressionnant. Je suis d'accord avec toi. Et tout ça va à une vitesse. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, il faut tester. Moi, chaque jour, j'ai réfléchi à des nouvelles utilisations, en fait, et c'est bluffant tout ce qu'on peut faire. C'est clair que. Oui. Et donc, tester, ça c'est sûr. Des précautions, hein, on en parlait là aussi un peu avant. Je pense qu'il va se retrouver à devoir mettre en place des chartes d'usage interne parce qu'on a des outils puissants, ce qui implique des précautions et des responsabilités, en fait, avec l'idée derrière de pouvoir protéger les données. On en a pas mal parlé aujourd'hui. Et puis après, une fois que vous avez mis les mains dans le cambouis, que vous avez testé, que vous dites, OK, ça peut servir à ça, alors peut-être y aller doucement vers des premiers usages, pas tout changer, pas tout révolutionner, même si on se dit, waouh, on peut faire plein de choses. Et après, auprès de son équipe, en vous rappelant une chose, c'est que selon la législation européenne sur l'IA, en fait, à partir du moment où on met dans les mains des équipes des outils d'IA, on a une obligation de les y former. Donc, ça veut dire que voilà, idéalement, on met en place un chatbot. Si les équipes sont en contact avec ce chatbot, il faut un peu leur expliquer quand même comment ça marche et les tenants et les aboutissants. Et de toute façon, ne pas trop se faire d'illusions et savoir que, comment dire, si vous ne leur montrez pas, ils vont l'utiliser quand même. Hein, de toute façon, voilà, le shadow IA, c'est-à-dire l'usage de l'IA de manière non autorisée, on va dire, c'est déjà très en place dans beaucoup de cliniques. Et je pense que le dernier point, c'est voilà, c'est quelque chose qui bouge vite beaucoup. Julien l'a dit, donc de faire des points réguliers en se disant voilà, où on en est, comment on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait arrêter de faire aussi peut-être. Voilà, ça demande à itérer, comme on dit, assez régulièrement parce que ce sont des outils qui bougent beaucoup. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça en plus de ces points. Non, tu es bien complet, il n'y a pas de souci.
Et je vais repasser aux questions. Alors, démarrer une session de questions. Voilà, on va aller voir. Question de chat. Alors, il y avait une question qui est hyper intéressante. Merci Emma de l'avoir posée. C'est ton côté élevage porc, je pense qu'il parle. Ton smartphone, et où est-ce qu'il est dans ta poche? Est-ce que c'est envisage de le mettre dans un sachet étanche pour des raisons de biosécurité? Alors, Qu'est-ce que... alors, généralement, quand je l'utilise, en fait, c'est en discussion avec les éleveurs et on est dans un bureau et donc le smartphone est posé sur la table. C'est vrai que j'utilise pas beaucoup en direct dans ma poche de blouse, par exemple, des choses comme ça. C'est pas l'utilisation que j'en ai actuellement. Ouais. Peut-être par rapport à ça, et effectivement, une notion de biosécurité, utiliser des micros Bluetooth ou des choses comme ça qui Oui. pourraient Je pense que c'est peut-être intéressant. aider, en tout cas. Tout à fait. Vinciane qui nous demandait, et on revient sur Sembly, on repart au début, et qui te demandait si tu avais donné un plan à Sembly pour organiser les idées ou si je structurais tout seul. Alors, Sembly, il propose différentes structurations, en fait. Alors, il se base toujours sur des comptes rendus de réunion et suivant l'objectif de la réunion, il propose différentes structures. Donc, Oui. c'est pré-généré, entre guillemets. C'est pré-généré, globalement, ça marche Ouais. plutôt pas mal et tu peux le recorriger. De toute façon, on a toujours la main, hein, c'est ça Ah oui, aussi tout à fait, ouais. dire pour ceux. Et on peut réintervenir pour remettre une touche d'humain, pour dire, en fait, ça, je veux insister là-dessus. Enfin, ça reste nous, humains, qui produisons le compte-rendu, même si on est aidé et assisté. Je continue les questions. Ça, on l'avait vu sur les limitations de dictée. Il y avait Karine. Alors, je sais pas trop ce que veut dire la question. Est-ce qu'il y a copie sur la facture ou résumé? C'était peut-être le compte rendu. Elle demandait où ça se mettait. Donc, toi, tu le mets dans le logiciel métier, en fait, en rentrant. Alors ensuite, il y avait des questions effectivement de multi-usage. Si un abonnement est pris pour une clinique avec plusieurs vétérinaires, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des profils utilisateurs différents pour que chaque veto puisse retrouver ses CR et non pas tous les CR de collègues? Alors je rajouterai quelque chose là-dessus, mais toi, chez vous, vous faites comment? Enfin, pour l'instant, c'est surtout toi. Ouais, c'est surtout moi qui l'utilise. Donc après, je sais que j'ai d'autres collègues qui l'utilisent avec leur compte, qui n'ont pas forcément des comptes payants non plus. Donc, je pense que à l'utilisation, il vaut mieux avoir un compte par personne parce que sinon, parce qu'après, on peut l'utiliser aussi en perso. Donc, après, ça commence à devenir compliqué. Et vraiment, je pense que ChatGPT est aussi et s'adapte aussi à l'utilisateur, au compte utilisateur. Et donc, si on commence à mélanger les comptes, je pense que ça ne va pas être très efficace, quoi. Mais ce qui n'empêche, je pense par contre de partager un GPT qui a été créé par un des vétos. Là-dessus, par contre, il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut se faire. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça et c'est une bonne question et je te rejoins complètement sur le côté, il nous connaît de mieux en mieux en fait, c'est-à-dire parfois même en devançant un peu les besoins et donc par rapport à ta question Noémie, je crois, il existe des formules business entre guillemets ou voire ChatGPT entreprise où là on peut se retrouver avec des outils prévus pour des équipes. Ce côté, tout en appartenant à une grande organisation, ce qui n'est pas idiot parce que quelque part, imaginons qu'on ait 8-10 vétérinaires dans une équipe et qu'il y ait une connaissance bibliographique de la clinique qui soit à mettre quelque part, autant la mettre disponible d'emblée pour tout le monde que plutôt que chacun se fasse son petit GPT dans son coin, quoi. Donc, il y a ce genre d'outils qui existent. Si vous allez sur les IA, elles sont prévues initialement, ça a commencé par des usages personnel, puis après personnel, les gens se sont dit on pourrait faire des trucs au niveau pro, et après ça va gagner des niveaux d'organisation. Le meilleur exemple pour ça, voilà, moi j'ai utilisé Gmail tout au début, et puis après il y a eu Google Workspace, et puis là à Nikun où je suis, les formats entreprises existent, voilà, donc qui peuvent exister. Alors je continue pour les questions. Il y avait Vinciane qui demandait pourquoi utiliser Sembly, mais je pense qu'on l'a un peu expliqué, c'est-à-dire que tu fais la retranscription de la discussion dans Sembly qui sait faire ça très bien, et ensuite tu l'injectes dans ChatGPT plus pour la mise en forme en fait, hein, si j'ai bien compris. Oui, voilà, tout à fait. Puis comme il sait que moi je suis vétérinaire, bovin, etc., il est beaucoup plus calé aussi et il cible bien mes besoins et le compte rendu, je trouvais des fois plus précis, quoi. Oui. Parfait. Alors Nathalie qui nous demande, qui pose des questions sur les fichiers que tu rentres dans les GPT. Est-ce que c'est pas trop volumineux?
Est-ce qu'il faut faire des exports? Enfin, comment tu Moi, préciser un peu? j'ai mon fichier client d'éleveur en PDF et j'arrive à le rentrer en PDF. On est limité à 10 fichiers de mémoire dans les GPT et puis dans les prompts. Après, le volume, lui, il n'a pas d'importance. C'est vraiment le nombre de fichiers plus qui est limitant. D'accord. Mais, ouais. Et par rapport à ça, je reparlerai avec Notebook LM dans un mois. Effectivement, il y a des limitantes. Alors, et après, je dirais que les limitantes sont souvent dans un usage peu payant, ou en tout cas pas avec une formule payante plus. Si tu veux utiliser plus, bah, en général, il faut payer. Voilà, il y a de la ressource à mettre. Et après, bah, c'est à toi à mesurer à quel point. Je sais que à un moment, mais je pense que la limite à sauter, il y avait un nombre de documents à déposer. Et alors, Oui, il y c'est avait ça. une plus consistait à fusionner des documents pour faire un seul PDF avec 50 000 pages, on va dire, Ouais. et qui permettait de voir. Voilà, parfois, il ne lit que les 40 premières pages des ouvrages. Alors, ouais, je reprends, je rajoute les questions. Je pense qu'on va rester un petit peu pour les questions ou les remarques. Alors, pour les BSE, il y avait Jérôme, que tu connais, je pense, qui demande pour tes BSE comment ChatGPT retrouve les différentes analyses. Est-ce que c'est à partir du logiciel métier? Comment ça Alors, fonctionne? ce que je fais, c'est que je lui implémente, quand je suis pour un BSE chez un éleveur, je lui implémente en fait directement par PDF. On a les résultats par PDF que je vais chercher sur mon ordinateur, que je lui donne directement pour qu'il me sorte des protocoles de soins qui soient bien personnalisés, quoi. D'accord, ok. On revient sur les équipes. Alors, bah, il y avait Nathalie, je pense que c'est la même question, qui reposait la question d'usage en équipe avec des consultations simultanées. Donc là, on en revient sur les formules entreprises qui peuvent permettre d'être utilisées. Fabrice qui nous parle d'IA spécifique pour les vétérinaires parce que ChatGPT est très généraliste. Donc là, c'est peut-être revenir sur la notion de GPT, de GPT personnalisé que tu peux nourrir avec des données. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur ça. Bah, c'est vrai que l'avantage, c'est que tu peux mettre ce que tu veux, hein. Donc, moi, comme je disais, je mettais la liste des médicaments que j'utilise. Je peux mettre aussi, on peut mettre à la biblio si on veut, veto rural dedans. On peut mettre pas mal de choses. Ce que j'avais testé un peu au départ, mais à un moment donné, il partait, si l'on lui donne trop de détails, il partait dans des détails et il allait au-delà, quelquefois. Il hallucinait un petit peu, il allait au-delà de ce que je lui disais, quoi. Il me sortait des diagnostics différentiels, des choses. Donc, c'est là, après, il faut rester assez vigilant sur ce qu'on peut sur ce qu'on veut et ce qu'on peut lui apporter, quoi. Parce que sinon, ça peut partir un peu dans tous les sens aussi, quelquefois. Ok. Nickel, parfait pour ça. Alors, je continue. Alors, il y en a qui se plaignaient que ça soit pas pratique pour faire des plannings. C'est vrai que je ne crois pas que ce soit un des usages idéaux. Je sais pas s'il y en a beaucoup contesté, mais pour l'instant, à la mano, ça marche encore pas trop mal. Il y avait une remarque d'Emma, toujours sur cette fois-ci qui revient sur les newsletters et qui s'interroge sur est-ce que tu trouves qu'il y a des variations de qualité avec ChatGPT 5? Est-ce que ça a dégradé certaines choses que tu faisais avant ou tu trouves que c'est pareil? Moi, c'est pareil. Moi, comme je disais, c'est surtout moi ce qui m'a impressionné, c'est la version vocale où ça s'est vraiment amélioré, par contre. Comme je disais, au niveau D'accord. des échanges, c'est beaucoup plus fluide. Pour moi, en voiture, c'est vraiment le top, hein. Pour ça, Ouais. Oui, il n'y a bah, pas faute. totalement. Pour les tournées, c'est utilisable. Pour Emma, peut-être une remarque par rapport à ça. Je ne sais pas, je pense qu'il faut distinguer deux choses parce qu'on a parlé, ça peut être peut-être un peu flou. Il y a ChatGPT qui est quand on l'utilise au fil de l'eau en lui posant des questions ou des interrogations et l'usage de Julien de GPT privé qui définissent des cadres qu'on nourrit avec des choses spécifiques. Je pense que ça produit pas les mêmes résultats et on peut, pour des demandes très particulières, faire des plannings ou des choses comme ça, je pense qu'on peut parfois ça peut parfois poser des soucis, alors que dans un GPT à qui on donnerait tous les anciens plannings, par exemple, pour qu'il puisse les analyser, fatalement, il a des chances d'être plus pertinent. Donc, ça peut être une piste quand on est un peu déçu des résultats. C'est plutôt que de rester sur ça, de passer dans un GPT personnalisé, de bien le nourrir avec tout ce qu'on a comme choses qui pourraient l'aider à bien répondre et ensuite d'aller l'interroger à l'intérieur de ça. Je sais pas si ça tu souscris à ça, comme j'ai vu Oui, que tu tout à les... fait. Ouais. C'est clair. Euh,
Il y a une bonne remarque aussi de Brice sur le fait d'avoir des GPT, comment dire, individualisés au sein d'une entreprise qui a son sens, parce que quand on en a un pour toute la clinique, bah, fatalement, sauf à effacer les recherches, tout reste en stock et voilà, on n'a parfois pas envie que tout le monde voit toutes les interrogations de toute l'équipe, quels que soient les sujets. Donc c'est aussi une autre raison pour laquelle il faut être prudent sur les données qu'on injecte dedans. Karine nous demandait comment tu l'utilises en canine et est-ce que tu l'utilises en canine peut-être? Est-ce que tu as des usages en canine? En canine, pour mes rapports de consultation, je le fais beaucoup. Alors, je le fais un peu de la même façon qu'en rural. Une fois que j'ai fini ma consultation, alors moi, j'utilise beaucoup en garde parce que je suis toute la canine en garde. De ce point de vue-là, je prends le temps, quand je rentre dans ma voiture après la consultation en garde, je fais le même rapport. J'utilise la même manière en canine et ce qui me permet en canine, vis-à-vis de mes collègues, d'avoir des rapports qui soient bien précis et assez complets, et même quelquefois plus complets que ceux qui font que de la canine. Et de ce point de vue-là, ouais, c'est assez intéressant. Oui. Alors, attends. J'essaie de voir d'autres questions parce qu'il y en avait pas mal. Il y avait une question. C'est bizarre parce qu'elle apparaît pas. Quelqu'un qui faisait une remarque sur le prix. Voilà, je dirais que c'est toujours pareil. Est-ce que, on va dire 240 €, je sais plus quel est le prix en individuel, 240 € par membre de l'équipe, vu la productivité gagnée, est-ce que c'est cher? Moi, je pense que non. Moi aussi. Et voire même, je pense que même s'il doublait le prix, je continuerais, en fait, parce que, oui, je pense que une fois qu'il y a un bon usage, les gains de temps sont très conséquents, on va dire. C'est ça. Donc voilà, le prix, je dirais, est toujours à réutiliser sur ça. Il y avait quelqu'un qui posait une question sur Sembly, Vincent, sur la capacité. On a montré comment gérer le partage et la protection des données dans ChatGPT, mais pour Sembly, je ne sais pas si tu t'y es penché ou pas. Je ne suis pas penché sur Sembly, c'est vrai. Là-dessus, ce serait une bonne chose, je pense, ouais. Utiliser comme ça. Donc, en général, il y a toujours des paramétrages, alors qui sont parfois plus ou moins cachés, hein, on va dire. Nathalie qui redemandait si ChatGPT ne peut pas être utilisé à la place de Sembly, pourquoi avoir les deux et réinjecter le compte rendu dans Sembly. Donc, c'est vrai que c'est revenu plusieurs fois, donc peut-être en reparler. Parce qu'en fait, ChatGPT, on ne peut pas faire d'enregistrement vocal pour ensuite qu'il utilise cet enregistrement, quoi. Il est toujours dans un échange de la version vocale. Oui. Et donc, c'est vrai que je vois Sembly, le gros avantage, déjà, on a un compte rendu qui peut être direct, et vraiment sur la qualité aussi de la transcription, c'est vraiment intéressant d'avoir une telle qualité, même par rapport à un enregistrement vocal qu'on pourrait faire directement quelquefois avec son smartphone. Je pense que là-dessus, il y a vraiment une qualité qui est supérieure à tout ce qu'on pourrait, aux autres outils que moi j'ai pu utiliser, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec ça et moi aussi j'utilise les deux. On n'en avait jamais parlé avant, mais un peu comme toi, parce que après faites des essais. Hein, il n'est pas dit qu'avec les progrès, on en arrive à une fusion sur un seul. Hein, mais c'est vrai qu'au début j'ai pensé ça quand j'ai vu la retranscription les capacités de retranscription. Je me suis dit je vais plus avoir besoin de Sembly et je continue à utiliser Sembly qui a, je ne sais pas pourquoi techniquement l'expliquer, mais qui en tout cas a largement la capacité à enregistrer la discussion entre 2 voire 3 personnes et en faire d'abord avoir une très bonne qualité de retranscription qui, je trouve, a progressé je ne sais pas depuis combien de temps tu utilises Sembly. Moi, je pense que ça fait 2 ans et je trouve qu'il a eu des sauts de progrès à certains moments où on se dit waouh, c'est encore mieux qu'avant. Et il y a de moins en moins à corriger et la capacité aussi à distinguer les individus qui est plutôt pas mal et ensuite à en faire une synthèse. Donc, après, peut-être un jour, on aura quelque chose qui ira comme ça. Je partage aussi le témoignage de Brice qui dit d'avoir utilisé plusieurs comptes individuels, un pour l'ARH et un pour les salariés, plutôt qu'une offre multi-utilisateur. Michel qui nous pose une question sur l'usage de Sembly en enregistrement de la consultation. Est-ce que tu le fais en canine aussi ou pas? C'est-à-dire tu dis aux gens je vais lancer la consultation. Pardon, j'ai pas écouté, j'ai pas entendu la question. Pardon, non, je te redis la question. Donc la question c'était là, tu nous parlais de l'usage de Sembly avec l'éleveur quand tu es en train de discuter.
est-ce que tu as eu l'occasion de faire cet usage-là aussi dans une consultation de canine si tu fais des Oui, j'ai consultations? testé. Ouais, je l'ai testé. C'est très efficace aussi, hein. Et Oui. c'est certain que là, comme on disait, quand tu l'implémentes en plus dans ChatGPT, qui sait de quel sujet de quel sujet on parlait et que c'était une consultation canine, c'est vrai que il fait vraiment, il fait le tri très bien et c'est vraiment assez efficace. Là où je l'utilise aussi maintenant, c'est dans mes rendez-vous avec des délégués labos. C'est vraiment très efficace aussi on a tout qui est bien pris point par point là-dessus. C'est très efficace aussi. Ouais. Oui. Oui, non, mais tout à fait ça. J'avais pas encore pensé avec les délégués là. Alors, quand c'est en visio, ça va, mais pour Michel et ta question sur Sembly en enregistrement de consultation, je pense qu'on est à la limite. Enfin, Sembly peut marcher et ça peut être un outil couteau suisse. Il commence à y avoir des scribes en particulier parce que là, on est plus dans un usage type scribe spécialisé en veto qui ont des capacités à accélérer les processus. Sembly peut fonctionner, mais je pense que des scripts comme ceux qui sont entre on va dire le marché français et c'est un sujet qui m'intéresse d'autant plus que j'en parlerai à la VAC. Il y a des outils qui en plus, je dirais là aussi, il y a cette notion de super organisation puisque Michel, tu travailles avec un réseau de cliniques, comment faire en sorte que chacun ait peut-être un script dans sa salle de consultation et que ça soit chapeauté entre guillemets par une organisation plutôt qu'un usage individuel de Sembly. On en revient aux notions de comment on gère les données dans des grosses entités comme ça. Je continue. Voilà, Brice disait des bonnes idées pour les comptes rendus de réunion à plusieurs personnes pour savoir qui a dit quoi. Effectivement, ça peut être utilisé pour ça. Ingrid qui nous fait un témoignage pour dire que Gemini transcrit bien les fichiers audio. Ok, à tester. J'avoue que j'ai pas encore fait. Sylvain qui nous dit que qu'il a des meilleurs comptes rendus avec dictée.ai. Alors effectivement, là, on a parlé de Sembly qu'on utilise tous les deux avec satisfaction, mais il existe plusieurs outils entre guillemets qui font. Il y a Notea ou Notu, enfin je sais plus. Enfin, en gros, on voit de toute façon assez facile ça, ce genre de choses quoi. Donc Vinciane qui nous dit, je fais du comportement avec des consultations longues, possibilité d'enregistrer la consultation pour que ChatGPT fasse un résumé. Oui, probablement. Donc j'ai vu aussi là aussi pour Vinciane, dirige-toi plutôt vers des scripts spécifiques vétérinaires qui ont des templates spécifiques prévus pour les consultations de comportement. Tu as des outils comme Vetomatic, Covet, Regvet aussi qui peuvent te faire des choses comme ça. Donc on voit qu'il y a pas mal de gens qui essayent des choses. Hubert qui nous parle aussi de Nuta, voilà, et Ploud, qui sont effectivement pas donnés. J'avoue que Ploud, j'ai jamais trop compris. On a tous un smartphone qui fait des bons enregistrements, donc ça fonctionne bien. Moi, pour la petite histoire, dans mes usages, quand je vais dans des congrès US, par exemple, alors j'écoute, mais en même temps, je fais rec avec mon téléphone, ça capte vachement bien. Et derrière, je lui demande de retranscrire tout, d'en faire un résumé en français. C'est comme ça que j'arrive à avoir des synthèses propres et nettes. Donc ça marche bien aussi pour quand on va à des conférences, des choses comme ça. Alors en vrai, ils disent ne filmez pas, mais ils disent pas n'enregistrez pas. Donc on pourrait se poser la question effectivement de la captation comme ça. En même temps, je veux dire, on prendrait des notes, on pourrait le faire, ça prendrait juste plus de temps, quoi. Donc, mais c'est des questions dont qu'on peut se poser. Donc justement, à propos de questions, si vous en avez quelques-unes encore en stock, n'hésitez pas. On est encore là pour quelques instants. Moi, pendant ce temps, je juste vous redire donc et vous remettre en petit lien. Je vais essayer de le retrouver. Le groupe WhatsApp, hein, si vous voulez nous rejoindre pour parler de ce genre de sujet. On partage régulièrement des usages. On a vu ce qui était intéressant là aussi dans toute la séance de questions. C'est tous ceux qui nous ont dit, bah moi j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, je suis content de ci, je suis content de ça. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant de partager ça tous ensemble pour vous dire, voilà, moi je suis plus content de tel outil. Ah bon, tu l'as utilisé comme ci, comme ça. Plus on mettra collectivement les mains dans le cambouis, mieux ce sera.
je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne YouTube Veto Network. Comme je vous ai dit, je mettrai le replay prochainement. Et puis, donc, on parlera d'un autre outil qui est Notebook LM. Je vous remets le lien pour vous inscrire au webinaire. Vous verrez qu'il y a des similarités, en même temps des différences. Ça rejoint aussi la notion de personnalisation des données qu'on fournit pour arriver à travailler avec, faire bosser vos données, comme je dis, et avec des outils, en particulier le Notebook LM. Je sais que le plus intéressant, enfin, je trouve le plus fascinant, c'est vous rentrez tout un tas de bibliographies et vous appuyez sur un bouton et vous avez un épisode de podcast totalement personnalisé qui va vous raconter en fait ce qu'il y a dedans, ce qui peut être là aussi quand on est en voiture. Je sais pas si tu as essayé ça sur Notebook LM un peu, Julien, ou pas? Non, j'ai pas essayé ça, mais je vais assister au webinaire et je vais mettre ça en place. Ouais, ça me donne envie. Un échange de bons procédés. Un grand merci à toi, Julien. Vraiment, c'était super intéressant, super partageur. Donc, ça, c'est vraiment génial d'avoir ça. Là, vous étiez plus de 100 en direct, plus de 300 inscrits. Donc, on voit que c'est des outils qui donnent envie, qui sont très concrets, très pratiques. Donc, merci d'avoir pris le temps. Merci à toi également pour ton invitation. C'était un plaisir. Ouais, c'est peut-être refaire plus tard sur le GPT parce qu'on sent qu'il y a des questions, comment ça marche, donc on en reparlera après. Et puis donc on se retrouve pour le prochain le 28 octobre et en attendant et puis surtout faites des tests, n'hésitez pas, venez dans le groupe WhatsApp dire j'ai essayé, ça marche pas, comment tu fais ci, comment tu fais ça, on peut en discuter. Donc merci à toutes et à tous et puis à une prochaine fois et bientôt.